Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement si bien sûr vous appréciez mon travail. Donc là, cette vidéo va être sur le conflit Israël, Hezbollah, Hamas, Liban, Iran. Et oui, c'est toute une affaire qui risque d'ailleurs d'embraser le Proche-Orient. Alors j'ai déjà fait plusieurs vidéos quant à l'origine du conflit. J'ai parlé de tous les antagonistes qui participaient au conflit, y compris les Houthis. Donc j'ai parlé des rapports de force, quelle était la puissance militaire de chacun des antagonistes. Je ne vais pas y revenir. Là, ce qui nous intéresse, ce sont les derniers événements et il s'est passé beaucoup de choses. Donc cette vidéo sera basée sur beaucoup d'articles, une douzaine d'articles à peu près, afin qu'on puisse voir très concrètement ce que les médias en disent et ce qu'ils ont relevé. Moi, je me base uniquement sur ce que je lis dans les médias. Donc on va regarder cela ensemble, analyser donc les titres principalement et bien entendu à chaque fois vous avez ma petite analyse personnelle pour mettre un éclairage on va dire un petit peu plus global parce que évidemment cela demande quand même un regroupement d'informations nécessaires pour mieux comprendre le tableau général et c'est mon rôle bien évidemment comme tous les conflits que j'explique bien sûr. Donc là il s'est passé beaucoup de choses pêle-mêle, on a Macron qui s'est pris le bec à deux reprises avec Benyamin Netanyahou. La première prise de bec, c'est quand Macron a dit qu'il ne fallait plus livrer d'armes à Israël. Alors évidemment, Benjamin Netanyahou a été très en colère. Et deuxièmement, c'est quand Macron a dit qu'il ne fallait pas oublier qu'Israël a été créé par l'ONU grâce à l'ONU. Alors évidemment, Benjamin Netanyahou a dit honte à la France, honte à Macron, etc. Vous avez dû voir ça dans les médias. Alors, bien entendu, tout le monde attend aussi avec angoisse quelle va être la réponse d'Israël à la dernière frappe de l'Iran. Frappe de l'Iran qui a montré que le dôme de fer était très poreux, que la fronde de David aussi était très poreuse, que le système Arrow était très poreux parce que je rappelle à mes auditeurs que le système antiaérien israélien a trois couches. On a le dôme de fer, la fronde de David et le système Arrow. Voilà, et on s'est aperçu que c'était très poreux. Alors les Israéliens, encore une fois, c'est Israël qui dit ça, dit que les systèmes ont protégé à 79% Israël. Faut les croire sur parole. Il n'y a qu'un petit problème, c'est que moi je vous ai montré beaucoup de vidéos sur place concernant la frappe de l'Iran et à vue de nez, il n'y avait pas 79% des missiles d'arrêtés. Eh oui, j'ai fait une vidéo là-dessus où on voyait bien que alors, évidemment, d'après les vidéos que je vous ai montrées, je ne prétends pas avoir vu toute la frappe de l'Iran, mais tout du moins concernant Tel Aviv, de ce qu'on a pu voir de visu par les vidéos, au maximum, on pouvait dire que 10% des missiles étaient arrêtés. Et là, c'est de visu, via les vidéos que je vous ai montrées. Bref, on va parler de ça. Et puis il y a aussi les problèmes du Liban. Beaucoup de missiles, pardon, beaucoup de civils sont tués. Là, Israël dit que 30 000 hommes doivent envahir le sud Liban, entre guillemets, pour de, au moins déstructurer le Hamas, si ce n'est l'annihiler complètement.
Concernant toujours le Sud-Liban, là, Tsahal a découvert deux tunnels qui étaient à 150 mètres environ de la petite forteresse de la Finule. Or, Israël a demandé carrément aux forces de la Finule d'abandonner le fort, de laisser place à l'armée israélienne carrément, alors que ça fait des décennies que la Finule est là, justement pour éviter un embrasement au sud Liban et que Israël envahit Liban. Voilà, quand même, la Finule est là pour ça. La Finule au sud Liban est principalement composée de Français, d'Italiens et d'Espagnols. D'ailleurs, ces trois entités-là ont hurlé quand Israël a délibérément blessé, quoi, c'est le résultat, hein, a délibérément visé la force de la Finule au sud Liban. Et il en a résulté qu'il y a eu 5 blessés des forces de l'ONU, de la FINUL. Donc Macron lui a dit que c'était absolument inacceptable, que ça devait être la dernière fois, etc. Les Espagnols et les Italiens ont dit la même chose. Gutiérrez, bien évidemment, le chef de l'ONU, a défendu la FINUL, bien évidemment, a dit que c'était absolument inadmissible et que Israël devait respecter les résolutions de l'ONU et là pour le coup la FINUL. Alors Israël a fait un reportage qui a montré donc deux tunnels qu'ils ont trouvés à environ 150 mètres de la Finule et Israël a fait ce reportage pour montrer au monde, regardez, la Finule ne fait rien, elle n'a pas vu ces tunnels-là, ça veut dire qu'elle laisse faire le Hezbollah et ça veut dire peut-être qu'il y a des accointances entre le Hezbollah et la Finule. Carrément. Voilà. Alors évidemment, la FINUL a immédiatement répliqué via les porte-paroles de l'ONU pour dire ben non, la FINUL déjà n'est qu'un observateur, elle ne peut en aucun cas intervenir, elle ne peut en aucun cas agir, elle ne peut qu'observer et se défendre uniquement par les armes, mais vraiment en tant que pour la légitime défense uniquement. Elle n'est pas censée intervenir. Alors le porte-parole de la FINUL a même dit que les souterrains étaient relativement éloignés, puisque c'est environ 150 mètres, dans un sous-bassement, puisque la FINUL est sur une sorte de promontoire, sur une petite colline, et qu'ils ne pouvaient pas voir. Ils n'ont pas des caméras braquées sur tout l'extérieur non plus. Tous les angles de vue ne sont pas couverts, ils n'ont pas de caméra infrarouge, bref, ils ne sont pas voilà, censés tout savoir de ce qui se passe sur le terrain et que les forces du Hezbollah ont dû creuser uniquement la nuit et de manière furtive, bien évidemment, hein, pour se faire le moins remarqué possible. Mais bon, bref, donc en tous les cas, cette propagande fabriquée par Israël en montrant les deux tunnels qu'ils ont trouvés, de toute manière tombe à l'eau et ne discrédite en rien la FINUL, qu'elle ait vu le Hezbollah ou qu'elle n'ait pas vu le Hezbollah. Bref, de manière plus générale concernant Gaza, les derniers chiffres, ce serait environ 45 000 morts. Alors évidemment, c'est des chiffres à prendre avec des pincettes. Aux environs, est-ce qu'en réalité 41 000, est-ce 47 000, voire 50 000, on n'en sait rien. Bon, les observateurs sur place disent en fait que le chiffre est très sous-estimé, parce qu'évidemment, il y a énormément de cadavres qui sont encore sous les décombres et qui n'ont pas été découverts, par exemple. Donc on pourrait dire que le chiffre, en toute logique, est sous-estimé. Et les Houthis continuent à frapper eux aussi, le Hamas continue à frapper, le Hezbollah continue à frapper, bien sûr. Il n'y a que l'Iran qui ne frappe pas, bien sûr. Il a fait sa dernière frappe massive sur Israël et c'est tout concernant l'Iran. Donc qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'au sud Liban, Israël
a beaucoup de morts au sein des soldats de Tsahal. Donc ça se passe extrêmement mal quant à la force d'invasion israélienne, ça se passe très mal. Ça se passe très mal aussi à Gaza, où Israël a perdu, on peut dire ce qui est, dans le sens où elle voulait annihiler le Hamas. Ce n'est pas le cas. Le Hamas a repris du poil de la bête, puisque les Israéliens ont des difficultés, principalement au nord de Gaza d'ailleurs, et au sud Liban, je viens de vous le dire, côté militaire, cela se passe très mal pour Israël. Je vous ai montré dans la dernière vidéo des articles de Military Watch Magazine, hein, un magazine de référence militaire américain, qui justement fait le point militairement concernant le sud Liban. Donc je vous ai déjà montré cela, encore une fois, bien entendu, ce n'est pas moi qui le dis. N'oubliez pas que tout ce que je dis, c'est ce que moi je lis dans les articles des journaux internationaux. Je ne fais que répéter ce que j'ai lu. Et je vous montre ensuite les articles, puisque je vais vous montrer bien entendu les articles. Bref, tout va très mal pour Israël. Et enfin, et j'en terminerai là, non seulement Israël donc maintenant a de très mauvaises relations avec la France, mais là, tout dernièrement, Israël a encore de plus grandes mauvaises relations avec les États-Unis. Alors c'était déjà très mauvais, là c'est très 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 mauvais. Alors Joe Biden aurait insulté Benjamin Netanyahou carrément. Je ne vais pas vous répéter ce qu'a dit Joe Biden parce que ça n'irait pas dans une vidéo YouTube. Mais bon, croyez-moi, les termes sont très insultants. Alors, mais comme d'habitude avec les États-Unis, eh bien c'est ambivalent. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Parce que là, tout dernièrement, les États-Unis ont dit attention, donnez un couloir humanitaire adéquat à Gaza, parce que sinon on arrête de vous fournir des armes. Alors c'est la première fois qu'on entend ça. Le problème, c'est que la Maison-Blanche dit vous avez 30 jours pour réagir. Alors, bon, cette menace-là, il aurait dû la faire il y a déjà des mois et des mois et des mois. Joe Biden, puisqu'évidemment c'est Joe Biden. Donc cette menace-là aurait dû être faite il y a très très longtemps. Et là, non seulement il dit attention, là je vous menace d'arrêter de vous donner des armes, mais bon, vous avez 30 jours hein, pour réfléchir. Vous voyez le côté ridicule, donc mais évidemment personne n'y croit, moi le premier. Surtout que fait Joe Biden quasiment au même moment où il prononce cette menace ridicule entre nous, eh bien, il envoie des systèmes THAAD à Israël, TH2AD, c'est-à-dire le meilleur système anti-missile balistique, et je précise bien anti-missile balistique des États-Unis. Et donc pourquoi ils envoient des missiles THAAD, qui sont des missiles anti-missiles très très spécifiques, hein, ils sont faits pour tirer sur des missiles balistiques jusqu'à 150 voire 200 km d'altitude, donc dans l'espace, quand le missile balistique est à son plus haut. Donc c'est des missiles extrêmement spécialisés qui coûtent extrêmement cher. Les États-Unis n'en auraient qu'environ 1000 à peu près. Et en fait, les États-Unis n'ont tellement plus rien qu'ils ne peuvent même plus donner de missiles patriotes. Ils sont obligés de donner des missiles THAAD. Alors, c'est ce que j'ai compris. Peut-être que je me trompe. Mais pourquoi, là, les États-Unis donnent des missiles THAAD alors qu'ils n'en ont, à ma connaissance, et je dis bien à ma connaissance, jamais donné à Israël. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'ils donnent des missiles THAAD. Donc des missiles les plus chers, c'est ce qu'il y a de plus cher, c'est ce qu'il y a de plus précieux pour les Américains, c'est pour contrer des missiles balistiques. Et donc, bon, alors ça montre plusieurs choses, ça montre
que les systèmes antiaériens patriotes, les États-Unis sont épuisés. Tout du moins, c'est mon opinion, encore une fois, hein. Peut-être que je me trompe, mais c'est la seule analyse logique militaire que je vois. Sinon, ils auraient fourni, soi-disant, les meilleurs systèmes du monde, hein. C'est ce que disent les Occidentaux. C'est faux, bien entendu, mais bon, c'est-à-dire des patriotes. Non, ils livrent des missiles THAAD. Bon, alors ça montre deux choses. Bon, encore une fois, je le répète, ça veut dire qu'il n'y a plus de missiles patriotes dans les environs. Vous m'avez compris. Et ça veut dire que là, les États-Unis et Israël ont très peur que Israël, faisant une escalade de trop, provoque l'Iran, et l'Iran, qui en aurait vraiment trop marre et en aurait vraiment trop assez de passer pour un faible vis-à-vis de sa population et aux yeux du monde, envoie vraiment leurs meilleurs missiles. Des missiles balistiques qui font très 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 mal. Parce que comme je ne cesse de le répéter dans toutes mes vidéos sur le conflit israélo-libanais, Hezbollah, Gaza, Hamas, etc., l'Iran a été très patiente et a été extrêmement pondérée dans ses frappes. Et pourtant, elle a subi énormément de choses complètement illégales et insupportables pour tout pays normalement constitué. Vous voyez, je ne vais pas vous refaire tout ce qu'elle a subi en attentats, en assassinats, en frappes qui ont tué que des civils, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, parce que c'est trop nombreux de la part d'Israël. Bref, elle a été très pondérée. Donc là, les États-Unis et Israël, mais je pense que c'est les États-Unis surtout, ont vraiment peur que Benyamin Netanyahou fasse l'action militaire de trop, qui embraserait effectivement cette fois le Proche-Orient. Et donc l'Iran, cette fois, utiliserait les vrais missiles, hein, c'est-à-dire les vrais missiles qui font vraiment mal, et que l'Iran a en grand nombre d'ailleurs. Bref, bon, je commence à être trop long dans mon introduction, je vais m'arrêter là. Vous avez un petit peu déjà le message global, le tableau global. Maintenant, on va passer aux articles. Je vous préviens, il n'y aura pas de conclusion comme à mon habitude. Je vais essayer de faire une vidéo qui ne soit pas trop longue. Donc on va s'arrêter aux articles et ce sera la fin. Commençons. Alors on va commencer par le site des Nations Unies qui titre « L'ONU et la crise au Proche-Orient, ce qu'il faut savoir de la réponse des Nations Unies au conflit au Proche-Orient ». Donc là vous voyez il y a pas mal de dates, hein. Là ils reprennent vraiment presque jour par jour tout ce qui s'est passé. Nous on va juste prendre à partir du 9 octobre, parce que sinon ça ferait trop long. Donc au 9 octobre, le chef de l'UNRWA a demandé au Conseil de sécurité de protéger l'agence des tentatives israéliennes de mettre fin à son mandat. La crise humanitaire au Liban s'aggrave à un rythme alarmant, a alerté le bureau de coordination, l'OCHA. Le 10 octobre, l'armée israélienne a tiré sur des soldats de la paix de l'ONU au Liban. Selon la FINUL, la mission qui patrouille le long de la ligne bleue de séparation entre Israël et le Liban. La sécurité des casques bleus de la mission de paix au Liban FINUL est de plus en plus menacée, a prévenu le chef des opérations de paix des Nations Unies. Le secrétaire général des Nations Unies a condamné les tirs israéliens visant les soldats de la paix de l'ONU au Liban, ajoutant qu'ils doivent être protégés. C'est la deuxième fois en moins de 24 heures que l'armée israélienne a ciblé les casques bleus de l'ONU. Cela a fait 5 blessés. Le 13 octobre, les attaques contre les casques bleus peuvent constituer un crime de guerre, a rappelé le chef de l'ONU, réaffirmant que le personnel de la FINUL et ses locaux ne doivent jamais être pris pour cible. Toute attaque délibérée contre des soldats de la paix et toute intrusion dans une position de l'ONU constitue de graves violations du droit international et de la résolution 1701 du Conseil de sécurité, a déclaré la force intérimaire des Nations Unies au Liban, c'est-à-dire la FINUL. Enfin, les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur soutien unanime au maintien des casques bleus de la FINUL
le long de la ligne bleue qui sépare le Sud-Liban d'Israël. Le secrétaire général de l'ONU a condamné l'augmentation du nombre de victimes civiles dans le nord de Gaza. Voilà, donc ça c'était l'article concernant les Nations Unies. Alors voici un article de Military Watch Magazine qui vous donne un aperçu de ce qu'il se passe sur le terrain au sud Liban entre le Hezbollah et Tsahal. Alors que lit-on? Les forces israéliennes en retraite abandonnent un véhicule blindé de transport de troupes au Hezbollah. C'est ça, ils ont abandonné ça, donc un véhicule blindé de transport de troupes abandonné au sud Liban. Bon, entre nous, ça c'est vraiment un détail, c'est pas très intéressant. Des images diffusées le 3 octobre par des sources affiliées au groupe paramilitaire libanais Hezbollah ont montré un véhicule blindé de transport de troupes israéliens abandonné par les forces israéliennes en retraite après une tentative d'incursion dans le sud Liban. Il est confirmé que les sources de défense israéliennes sont entrées dans le pays par 4 zones dans le cadre de l'opération Flèche du Nord et ont depuis rencontré une résistance majeure dans toutes les directions et subi des pertes importantes au cours du processus. Donc ça, c'est ce que je vous avais dit déjà dans de précédents articles où je vous ai fait le point Hezbollah-Israël. Donc là, c'est confirmation de Military Watch Magazine. Ça, c'est une bonne chose. L'abandon de véhicules et d'armements par les forces israéliennes est loin d'être sans précédent, le Hezbollah ayant saisi d'importantes caches d'équipements, notamment des systèmes de haute technologie sensibles tels que des missiles guidés Spike, avec une précédente tentative d'invasion israélienne ratée en 2006. Les équipements abandonnés ont souvent été étudiés pour évaluer leurs paramètres de performance ou rétro-concevoir leur technologie, bien que le cas d'un véhicule de transport de troupes, bien que pour le cas, il soit probable qu'il soit exposé comme un trophée de guerre après la fin des hostilités. Alors je vous ai montré cet article vite fait pour vous montrer que ça se passe pas très bien concernant les forces de Tsahal au sud Liban. Donc c'était quand même à noter. Ensuite, on a un article de La Tribune qui dit « Emmanuel Macron réclame l'arrêt des livraisons d'armes utilisées à Gaza ». Le président français a déclaré ce samedi sur France Inter que la priorité était qu'on revienne à une solution politique et qu'on cesse de livrer les armes pour mener les combats sur Gaza. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans l'article? On apprend que officiellement, Macron ne livre pas d'armes à Israël. Et par contre, la France livre toujours des armes de défense, c'est-à-dire des missiles antiaériens, par exemple. Bon, il y a une controverse, une polémique, parce qu'en réalité, la France donnerait depuis toujours des armes à Israël, vendrait des armes à Israël, mais c'est caché par notre gouvernement. C'est la polémique autour de cela. Ensuite, on a RFI qui nous dit « Honte à eux !» Netanyahou furieux après les propos de Macron sur l'arrêt de livraison d'armes à Israël. Le président français Emmanuel Macron s'est prononcé samedi 5 octobre pour l'arrêt des livraisons d'armes à Israël qui sont utilisées dans le conflit à Gaza, suscitant la colère du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Les échanges ont rapidement pris des allures de crise entre les deux pays. Ensuite, on a France 24 qui titre « Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron s'opposent à propos de la création de l'État d'Israël ». Selon des participants au Conseil des ministres, le président français a affirmé que Benjamin Netanyahou devrait se montrer plus respectueux de l'ONU qui a permis la création de l'État d'Israël. Ça, c'est ce qu'a dit Macron. Effectivement, c'est avéré. Et pourquoi Macron dit cela? Du fait que Tsahal, donc l'armée israélienne, a visé délibérément les forces de l'ONU, c'est-à-dire les forces de la FINUL, et a carrément osé demander à l'ONU que la FINUL décampe du sud Liban, FINUL qui est là depuis des décennies et des décennies, je dis ça comme ça, pour qu'elle puisse faire sa guerre tranquillement au Hezbollah au sud Liban, carrément. Alors évidemment, Macron quand même a dit que c'était inacceptable, et le Premier ministre israélien a rétorqué mardi que la naissance de son pays émanait de la guerre d'indépendance de 1948 et non d'une décision onusienne.
Alors là, c'est carrément scandaleux et honteux que Benyamin Netanyahou dise cela, parce que tout le monde connaît comment s'est passée la création de l'État d'Israël. En réalité, en 1948, sans le président américain Truman, il n'y aurait jamais eu d'État israélien, puisque les pays avaient voté à majorité contre la création de l'État d'Israël. Ça s'est fait sous pression du président Truman, une pression absolument énorme, puisque les États-Unis voulaient absolument d'un État d'Israël en Palestine. Et bien entendu, c'était complètement illégal, hein, et aussi immoral, malgré ce qui s'est passé en 1945 concernant les Juifs. C'était complètement illégal, puisque ça voulait dire voler la terre des Palestiniens pour mettre à la place des Juifs immigrés, ne l'oublions pas, venus d'un peu partout d'Europe. Et donc c'était illégal. L'ONU a voté, allait voter non, puisque Israël n'aurait jamais dû exister, puisqu'il n'avait pas le nombre de voix pour. Et donc Truman a forcé la main à certains pays, et finalement l'ONU a déclaré l'existence de l'État d'Israël, mais ça s'est fait sous énorme pression américaine, qui était à l'époque une hyperpuissance, complètement maître du monde à cette époque-là. Et en plus, en 1948, n'oublions pas que Israël a fait subir le Nakba, c'est-à-dire la catastrophe en français. Alors la Nakba, c'est quand même le déplacement de 700 000 Palestiniens, avec dans ces déplacements, il y a eu des dizaines et des dizaines de milliers de morts, un massacre des Palestiniens, ne l'oublions pas. Et ça, ça a été révélé dans des magazines comme des journaux israéliens comme The Times of Israel ou Haaretz, de deux grands journaux israéliens. Donc c'est même pas caché, hein, c'est tout le monde sait ça. Donc Benyamin Netanyahou est extrêmement culotté de dire cela à Emmanuel Macron, qui pour une fois a raison sur ce coup-là. Là, un article d'Euronews, juste pour référence, parce que je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, concernant le Liban, le Netanyahou demande le départ de la finule, l'ONU refuse. Bon, ça c'est ce que je vous avais déjà dit à plusieurs reprises, c'est surtout pour référence que je vous montre cet article. Là, on a France 24 qui nous dit quand Israël utilise son arsenal législatif pour en finir avec l'UNRWA. Alors que la Knesset israélienne a récemment voté 2 projets de loi pour mettre fin aux activités de l'agence onusienne en charge des réfugiés palestiniens, l'UNRWA, qu'elle accuse de partialité, celle-ci annonce être la cible de l'armée israélienne sur le terrain à Gaza. Elle se dit aussi victime d'une campagne de désinformation visant à saper sa crédibilité. Alors comme vous avez pu le voir, Israël est en guerre absolue contre l'ONU, ainsi que Gutiérrez, comme on va le voir, le chef de l'ONU. Là, selon le courrier international, au 2 octobre, on a Antonio Gutiérrez déclaré indésirable sur le sol israélien. Le ministre des Affaires étrangères israélien, Israël Katz, reproche au secrétaire général des Nations Unies de ne pas avoir condamné les frappes iraniennes du 1er octobre et accuse le Portugais d'être un secrétaire général anti-israélien. Ça va très fort, c'est quand même le chef de l'ONU. Et là, comme je vous l'avais dit en titre de la vidéo, ce sont des faits majeurs inédits, hein, tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. Hein. Ce sont des faits majeurs complètement inédits. Et c'est Israël qui est le créateur de ces faits totalement inédits. Donc là, Antonio Gutiérrez interdit d'aller sur le sol israélien. Alors là, Reuters, cette fois au 13 octobre, Israël renforce l'interdiction d'entrer sur le territoire pour le secrétaire général de l'ONU, c'est-à-dire Gutiérrez, en raison de ses propos sur l'attaque contre l'Iran. Donc il interdit Gutiérrez, le chef de l'ONU, de mettre un pied dans l'État d'Israël. Et là, Israël renforce encore plus son interdiction.
Alors je sais pas qu'est-ce qu'ils entendent par renforcement de l'interdiction. C'est pas très clair, même quand on lit l'article, hein. Mais bon, bref. On a France 24 qui nous dit le THAAD, le système antimissile américain qui va doper la défense israélienne face à l'Iran. Le Pentagone a annoncé dimanche l'envoi en Israël d'un système de défense antimissile THAAD, ainsi que d'une centaine de militaires américains. Considéré comme l'un des plus perfectionnés au monde, il doit permettre de contrer la menace balistique de l'Iran. Ouais, alors c'est ce que je vous disais en introduction tout à l'heure. C'est ce qu'a de mieux les Américains. C'est le missile THAAD est le plus cher du monde, hein, avec un prix d'environ, je dis bien d'environ 10 millions de dollars, donc beaucoup plus cher qu'un missile Patriot. Et en plus, c'est un missile très spécialisé puisqu'il n'est fait que pour contrer des missiles balistiques et uniquement dans la haute atmosphère, même dans l'espace, pourrait-on dire, puisqu'il peut atteindre entre 150 et 200 km d'altitude un missile balistique. Donc c'est colossal. Et pour la petite information, les missiles THAAD n'ont pas de charge explosive. Ils utilisent uniquement la force cinétique, c'est-à-dire que le missile doit toucher l'autre missile balistique adverse, hein. Donc ça demande une précision extrême. Donc d'où le fait que ce missile soit extrêmement cher. Et pourquoi les THAAD sont livrés à Israël maintenant? Alors je vous l'ai déjà dit en introduction, je vous le répète en résumé, il n'y a que deux options. Soit les États-Unis n'ont plus de missiles Patriot, parce qu'ils pourraient très bien utiliser aussi des missiles Patriot en réalité. Soit ils ont tellement peur que l'Iran utilise ses meilleurs missiles balistiques que pour protéger Israël, on doit donner ce qu'il y a de mieux à Israël. Et comme je le disais aussi en introduction, encore une fois, à ma connaissance, c'est la première fois qu'un système THAAD est en Israël. Peut-être que je me trompe, mais à ma connaissance, c'est la première fois. Là, on a Sky News qui nous dit dernière nouvelle au Moyen-Orient, l'Iran prêt une attaque de représailles israélienne. Alors oui, comme l'attaque de représailles israélienne commence à se faire attendre, eh bien ça laisse du temps à l'Iran pour se préparer afin de pouvoir contrer l'éventuelle représailles israélienne. C'est pour ça que l'Iran se tient prête. Mais on a surtout le Royaume-Uni envisage des sanctions contre deux membres du gouvernement israélien. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré que son pays était prêt à faire face à une attaque de représailles de la part d'Israël. Donc ça, c'est concernant le premier titre. Mais ensuite, on a Keir Starmer, qui est le Premier ministre anglais, a quant à lui déclaré qu'il envisageait de sanctionner deux membres du gouvernement israélien. Pourquoi? Parce qu'il y a deux membres du gouvernement israélien qui ont craché sur le gouvernement britannique en disant que oui, les Britanniques, en gros, étaient plutôt du côté du Hezbollah, alors qu'ils devraient être du côté à fond d'Israël. Bon, encore une fois, ça c'est typique d'Israël, hein. Si on ne dit pas oui à tout, dans tout ce que dit Benyamin Netanyahou, on est anti-juif, anti-israélien, hein. C'est comme ça que c'est pris pour le gouvernement israélien à chaque fois, hein. C'est soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi, hein. C'est noir ou blanc. Voilà la diplomatie israélienne. Alors, ils sont très forts, les Israéliens, parce qu'ils viennent de se mettre à dos quand même leurs deux plus grands alliés, à part les États-Unis, mais à part les États-Unis, leurs plus grands alliés de tout temps, depuis la création de l'État d'Israël, c'est quand même la France et l'Angleterre. Et là, Israël arrive à s'aliéner l'Angleterre et la France. C'est quand même très fort. Très très fort. Alors évidemment, l'Angleterre condamne bien entendu les attaques contre l'ONU, contre la FINUL. Elle est outragée. L'Angleterre particulièrement, contrairement aux autres pays européens, l'Angleterre est particulièrement outragée
de ce que fait Tsahal à Gaza. La BBC, puisque c'est surtout la BBC, a fait des reportages terribles contre Israël. Terribles. Alors, bon, est-ce du fait qu'il y ait énormément de musulmans en Angleterre? Je pose la question. Et enfin, on a The Guardian qui nous dit: les États-Unis mettent en garde Israël contre un éventuel arrêt des transferts d'armes si l'aide à Gaza n'est pas distribuée. Voilà. Une lettre privée d'Anthony Blinken et Lloyd Austin à Benjamin Netanyahou donne à Israël 30 jours pour agir. Vous voyez, c'est ce que je vous avais dit en introduction. Donc Anthony Blinken, c'est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, et Lloyd Austin, c'est l'équivalent du ministre de la Défense américain. Voilà. Et ils ont envoyé une lettre, ils donnent 30 jours pour agir, hein. Ah oui, 30 jours, un mois carrément. Vous voyez le ridicule de la chose, hein. Donc, bah oui, parce que ça grogne tellement aux États-Unis, et en plus on a donc l'élection présidentielle au 5 novembre aux États-Unis, donc qui arrive à grands pas. Il faut calmer absolument tout le monde, tous ceux qui sont anti-Israël du fait on peut dire, hein, parce que appelons un chat, du génocide qui est en train de se faire à Gaza, hein, et en Cisjordanie, on peut le dire maintenant, puisque même l'ONU maintenant projette, parce que Gutiérrez, on lui interdit carrément de mettre le pied à Israël, dans Israël, c'est carrément un camouflet terrible, donc il y a Gutiérrez qui pousse pour que Israël soit cette fois littéralement accusé de génocide, ce qui n'est pas le cas. Mais bon, en tous les cas, comment va réagir Israël face aux menaces que fait Macron et Joe Biden? On ne le sait pas. Là, aux dernières nouvelles, Benjamin Netanyahou a dit d'accord, je ne frapperai pas les infrastructures pétrolières et nucléaires de l'Iran comme l'a demandé les États-Unis. Les États-Unis ont demandé expressément que si Israël répond contre l'Iran directement, qu'elle ne fera pas les infrastructures pétrolières et nucléaires. Pourquoi qu'elle ne fera pas les infrastructures pétrolières? Pour éviter une hausse terrible du prix du pétrole, et nucléaire, tout simplement pour éviter que l'Iran, se sentant par trop lésé, par trop bafoué, là envoie vraiment tous ses missiles balistiques afin de rayer de la carte Israël, ou tout du moins faire extrêmement mal à Israël, tellement mal qu'elle aurait peut-être du mal à s'en relever. Voilà, ça c'est pourquoi Benjamin Netanyahou aurait dit d'accord à Joe Biden en disant ok, je ne frapperai pas les infrastructures pétrolières et nucléaires de l'Iran. Mais va-t-il tenir parole? Va-t-il tenir parole? Nous verrons bien. Malgré que les menaces montent contre Israël, Israël se montre de plus en plus téméraire, de plus en plus hardi. Donc bref, voilà, malgré ce qui se passe aux États-Unis, on a voilà, Anthony Blinken qui laisse 30 jours pour agir, comme par hasard. Voilà, comme ça c'est bien après l'élection américaine. Bref, c'est ridicule. On a les États-Unis qui donnent le système TAD. Donc là, c'est une preuve, la énième preuve pour dire que les États-Unis défendront Israël quoi qu'il se passe, quoi que fasse Israël. Ils en ont encore donné la preuve. Donc je ne crois pas, moi, à la sincérité de Joe Biden et du gouvernement américain qui n'arrête pas de dire à Israël arrêtez, c'est barbare, c'est des crimes de guerre, parce que les États-Unis ont depuis longtemps maintenant accusé Israël de crimes de guerre. Pas de génocide, mais de crimes de guerre. Donc voilà, bon, pour moi tout ça c'est hypocrite, hein. Peut-être que je me trompe, mais en tous les cas, les États-Unis parlent beaucoup, mais dans les actes, il n'y a jamais rien. Voilà, je tenais à le souligner et j'arrête là. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, éventuellement un petit don, lien dans la description. Bien sûr, si vous appréciez mes travaux.
Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.